Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Mario Dumont, bonjour. Monsieur Trump qui aujourd'hui il aime beaucoup ça quand même, là, être bien accueilli, les honneurs. Il va en avoir pour son argent au château de Windsor, là. Ça sera même pas pour son argent, ça va être l'argent des contribuables anglais. C'est encore un meilleur deal. Et il passe la journée avec le roi. Ils parleront probablement décoration et rénovation, puisque le roi est en train de retaper son petit 2,5 de Buckingham, alors que le président, on en parlera dans quelques instants, a déjà commencé, lui, les grandes manœuvres du côté est de la Maison-Blanche pour construire une salle de bal qui sera sans doute très dorée. Donc, beaucoup au menu pour les deux hommes qui discuteront de toutes ces choses avant probablement d'être dans des conversations plus protéinées demain avec le premier ministre, loin de Londres, parce que s'il y a une chose dont on peut être à peu près certain maintenant, et surtout depuis hier soir, que quelqu'un est allé faire des projections sauvages improvisées sur une des tours du château de Windsor, où on voyait des images de Donald Trump et de Jeffrey Epstein, ça sera loin du public, loin des manifestations, parce que en Angleterre, M. Trump est beaucoup moins populaire qu'il ne l'est chez lui. 15 à 20% des Anglais qui sont favorables ou sensibles à ce qu'il avance. Même si sur les questions migratoires, il y a une convergence de points de vue. On l'a vu en fin de semaine avec les 150 000 personnes qui manifestaient. Même si le personnage qui est le plus près de Donald Trump dans le paysage anglais, Nigel Farage, est au-dessus de tous les autres partis dans les sondages. Ces deux-là ne devraient pas se croiser. Je pense que M. Farage a compris que pour son meilleur intérêt, il fallait éviter d'être trop près de Trump chez lui, alors que pendant des années, on l'a vu aller presque en pèlerinage à Mar-a-Lago, aux États-Unis, pour appuyer le mouvement MAGA. Mais on le verra pas beaucoup. Pas plus qu'on va voir le prince Andrews, je pense, aujourd'hui à Windsor, pour les mêmes raisons qui font qu'on projetait des vues sur les tours de Windsor. Et pensez qu'ils se sont déjà rencontrés chez Epstein, M. Trump et le prince Andrew, c'est pas exclu? C'est pas exclu. Dans quel état était-il au moment où ils se seraient rencontrés? Je ne spéculerai pas sur ce qui s'est passé derrière des portes closes peut-être, mais on disait qu'il faisait aussi des petites captations de tout ça, qu'il y aurait peut-être des images qui circulent. Chose certaine, il y a une photo très embarrassante pour le prince Andrew, tellement qu'il a été dégradé dans l'armée anglaise et qu'aujourd'hui, on le cache. C'est un peu la brebis galeuse de la famille royale et il n'y a pas de chance qu'on le mette à table avec Donald Trump. Bon, pendant que M. Trump va être dans les honneurs au Royaume-Uni, dans son pays, la Fed va faire finalement ce qu'il souhaite probablement, là, baisser les taux d'intérêt. Pas autant qu'il le souhaite. Je t'en parle rapidement parce qu'on aura le temps demain de revenir là-dessus sans doute. Mais la question, c'est est-ce que ça sera 25 ou 50 points de base? C'est clair qu'il fait énormément de pression politique pour que ça soit de big cuts, susceptibles de relancer entre autres l'habitation et l'achat de maisons aux États-Unis. Mais moi, si j'avais un pari à faire ce matin, c'est à 25 points de base. Moi aussi, je te donne mon raisonnement. Parce que quand tu baisses d'un demi-point, t'es la Banque centrale, t'es le gouverneur de la Banque centrale ou de la Fed ou peu importe, tu baisses d'un demi-point, quelque part, il y a un aveu de panique. Ben oui, c'est-à-dire que t'aurais dû le baisser à la limite, comme on agit habituellement à coup de quart de point. Ça veut dire que le mois passé, ou il y a 6 semaines, t'aurais dû le baisser d'un quart de point, ou même l'autre mois d'avant, tu sais que là, t'as pas bien lu la situation, puis là, tu te retrouves à le faire en accéléré. D'affaire, tu sais, comme on disait, deux coups de ratchet en langage d'outillage, 2 coups de ratchet la même journée. C'est comme un aveu que tu l'as pas fait. Et là, avec tout ce que Trump a dit sur la baisse des taux, il me semble que c'est impossible que Powell fasse cette espèce d'aveu de j'aurais dû le faire avant. C'est comme donner raison à Trump. Fait que moi, je pense qu'il va faire un quart de point, quitte à refaire un quart de point la prochaine fois, puis la fois d'après. Oui, et le marché les attend. Quand je parle du marché, je parle évidemment de la bourse qui caracole en ce moment. C'est des sommets historiques presque atteints tous les jours sur justement cet espoir que l'environnement, au cours des prochains mois, peut-être même prochaines années, va être du point de vue des taux d'intérêt favorables, c'est-à-dire des réductions renouvelées. On parle de 3/4 de point d'ici la fin de l'année, puis l'année prochaine encore des réductions. Alors, est-ce que le patron de la Fed va vouloir donner l'impression qu'il a succombé au
aux pressions. Lui, il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il perd sa job au mois de mai prochain. Je crois que si il veut protéger ce qui reste d'intégrité, d'image à l'institution, il va pas justement donner cette impression que lui a flanché, a succombé aux pressions politiques. Tu nous avais laissé hier en nous titillant sur ce point là, de Trump et la tentation du pouvoir absolu. Qu'est-ce qui te fait voir ça? Parce que bon, c'est quelque chose qui est dans l'air depuis toujours, que Trump veut du pouvoir, plus de pouvoir, il aime pas les tribunaux, il aime pas toutes les formes de résistance. Mais qu'est-ce que tu as remarqué dans les dernières semaines? Il adore les tribunaux qui lui donnent raison, Mario. Ah oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et il espère que la Cour suprême, d'ailleurs, pourra continuer de lui donner une autorité qui, constitutionnellement, on peut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas définie, cette autorité, parce que le pouvoir du président, c'est très flou, très slack, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va se battre en Cour suprême, espérant qu'elle lui soit favorable et qu'elle lui donne l'autorité qu'il veut. La réponse de Trump sur tous les fronts, de l'anecdotique au très, très, très sérieux, puis tu verras deux exemples que je te donnerai entre je rénove la Maison-Blanche et j'attaque des bateaux et tue du monde sans avoir d'autorisation légale pour le faire. Tout ça, ça va dans un sens. L'idée de dire que l'impuissance politique, ça n'existe plus. Si ça existait pour ses adversaires, lui ne l'incarnera pas. J'ai été élu, j'ai eu même une majorité absolue de peine et de misère, mais la démocratie a parlé. Et parce qu'on m'a élu, j'ai ce qu'il faut pour m'attaquer aux problèmes, comme il l'a fait de façon musclée, costaude à la frontière, avec des résultats, de vrais résultats. Elle est parfaitement étanche. Alors, on pourra se poser derrière la question, est-ce que l'économie américaine en paye le prix? Puis, il y a de fortes probabilités que oui, parce que cette immigration illégale de travailleurs souvent compétents faisait qu'il y avait moins d'inflation, pas de pression sur les salaires, et surtout qu'il y a plein de secteurs d'activité qui continuaient de fonctionner. Derrière ça, je te dirais même qu'on peut penser que l'administration Biden savait ce qu'elle faisait en laissant la frontière ouverte, que c'était un choix politique et économique assumé. Donc, on a un président qui dit pas d'impuissance politique, je suis là pour faire la démonstration du contraire, avec non pas une impression, une certitude, c'est que c'est quelqu'un qui veut emmener large, qui emmène large et qui crée des précédents qui sont effectivement préoccupants. Je te donne 4 exemples. Je t'ai dit, dans le registre du pire, on n'en a pas beaucoup parlé cette semaine, c'est la 2e fois. L'armée américaine a tiré sur un bateau qui transportait, il faut se fier à la parole de l'armée, des narcotrafiquants qui se dirigeaient vers les États-Unis, venaient du Venezuela. Le Venezuela qui est beaucoup dans le collimateur. Si tu nous parles de pouvoir présidentiel, c'est quoi? C'est que cette action-là était sous un ordre présidentiel? C'est des directives qui ont été données par le président au Pentagone. Or, le Pentagone a l'autorité de faire la guerre avec des pays où il y a une guerre déclarée. On pourrait dire que les États-Unis ont fait la guerre à beaucoup de pays sans avoir déclaré des guerres. Mais dans ce cas-ci, c'est un cartel, c'est même pas un pays, on pourrait dire par extension le Venezuela. Mais au-delà de ça, les seules dispositions qui sont opérantes en ce moment, c'est qu'il a déclaré les grands cartels organisation terroriste. Ça veut pas dire que tu peux tirer sur les gens sans les arrêter d'abord. Ça veut dire que tu peux saisir des actifs financiers, que tu donnes des moyens pour les asphyxier. Mais quand tu élimines quelqu'un sans sommation, sans avoir même tenté de les arrêter, tu te places vraiment résolument en marge du droit international parce que c'est pas le droit de la guerre qui s'applique. Il n'y a pas de guerre. Et ça fait 2 fois qu'on le fait. Politiquement, il en paie pas de prix. D'ailleurs, même les démocrates cette semaine ont pas perdu beaucoup de temps à dire les nerfs shérifs, parce qu'on sait que ça résonne positivement chez ses électeurs et aussi chez des électeurs démocrates qui disent on en a soupé de la drogue. Donc ça, c'est l'extrême. À l'autre extrême, tu as un président qui a décidé que lui, parce qu'elle allait financer, construit une salle de bal à la Maison-Blanche, pouvant accueillir 900 personnes, qui risquent d'être dorées beaucoup, alors tellement que c'est évidemment... oui, mais c'est surtout que la Maison-Blanche, c'est patrimoine des États-Unis, par extension, patrimoine de l'humanité. C'est un lieu historique. Puis normalement, avant de changer une ampoule, tu as besoin de 88 permissions. Alors, c'est peut-être 87 permissions de trop, mais c'est pas simple. Harry Truman, quand dans les années 50, il a voulu se construire le fameux balcon qui donne à l'arrière de la Maison-Blanche, ça a créé un tollé. C'était l'Amérique de l'époque, mais parce que ça défigurait la Maison-Blanche. Ça a pris 1 an avant que les autorisations lui soient données pour construire un petit balcon. Pas tout à fait petit, mais quand même. Là,
les travaux sont commencés, il y a des arbres qui ont été abattus. Alors, c'est du trivial, dira-t-on. Sinon, que lui a dit, j'attends pas. Puis plus encore, c'est moi qui paye, c'est moi le boss. Les 200 millions, moi, trouvé, m'a demandé à des amis et je vais laisser un beau cadeau à l'Amérique. Mais, au passage, il y a un processus qui est pas mal bousillé. Puis entre les deux, sur la liberté d'expression, parce que c'est fondamental. Le sous-entendu, c'est que la Maison-Blanche, c'est à lui, là. Il n'en est pas l'occupant. Il n'en est pas l'occupant, c'est à lui. Il est chez lui. Exactement. Il est chez lui, c'est son truc. Il est entré et puis pas question de redonner la clé à court terme. Puis je peux faire les rénovations comme j'ai envie de les faire. Entre les deux, sur la question de la liberté d'expression, c'est au cœur de son message politique et je pense qu'il avait raison. Il touchait à quelque chose. Il y avait de réels enjeux de liberté d'expression aux États-Unis et ça résonnait auprès des électeurs. C'était pas un problème théorique, pas pantoute. Cette semaine, il décide, comme justiciable, de poursuivre le New York Times, entre autres parce qu'ils ont appuyé son adversaire politique lors de la dernière campagne, Kamala Harris, et une poursuite de 15 milliards de dollars. C'est parfaitement légal. Tous les justiciables peuvent faire ce qu'ils veulent aux États-Unis. Tu as le droit de poursuivre. C'est comme ça, d'ailleurs, que les gens se font justice en poursuivant, en intimidant, puis des fois, avant même de se rendre au bout du processus, en négociant. Mais tu as un président des États-Unis qui est évidemment un justiciable plus lourd que les autres, qui semble avoir quelques amis au département de la justice, qui poursuit en disant, dans le fond, l'opinion du journal, puis, soit dit entre nous, je suis pas un fan du New York Times et je concéderais volontiers au président que le New York Times, des fois, s'est tiré lui-même dans le pied en publiant, si c'était pas des contre-vérités, en tout cas en choisissant ses faits alternatifs, alors qu'ils se veulent le journal de référence. C'est un grand journal, de grands journalistes, mais ils ont une ligne éditoriale, puis des fois, ils ont même choisi de la tordre suffisamment, cette ligne, pour publier des informations qui sont pas toujours conformes. Est-ce qu'on peut les critiquer? Absolument. Poursuivre pour 15 milliards parce qu'ils n'ont pas la bonne opinion, c'est une forme d'autoritarisme, c'est une forme d'intimidation. Ajoute à ça la réponse de J.D. Vance cette semaine qui a pris le micro de Charlie Kirk, où, dans le fond, il promet de s'en prendre à tous ceux qui, dans le camp ennemi, parce qu'on n'est plus en face d'un adversaire politique, on est contre un ennemi politique qui alimente, qui attise les braises de la haine. Puis là, il parle de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche. Est-ce que c'est vrai que la gauche peut ponctuellement, sinon régulièrement, être un adversaire redoutable ou attiser les braises de la haine? Tout à fait. La droite est capable de faire ça aussi. Et évidemment, ce que dit J.D. Trump, beau lapsus, J.D. Vance, c'est on va prendre les moyens. On va s'attaquer aux organisations. La Fondation Ford, même chose. Pour moi, la Fondation Ford, c'est la même mot que le New York Times. Il y a des agendas politiques. Ce sont des fondations qui jouissent d'avantages fiscaux redoutables, qui sont des chevaux de Troie pour faire avancer des dossiers. Mais des fondations de droite, de gauche, il y en a plein. Celle-là est particulièrement riche. C'est la fortune Ford et qui fait avancer des dossiers, qui fait avancer un agenda politique. Pour autant, quand tu dis on va les mettre dans le collimateur et on va s'occuper d'eux, donc peut-être que le fisc va davantage s'intéresser à eux, c'est donc que les citoyens, les organisations ne sont pas égales devant la loi. Il y en a pour lesquels le pouvoir dit vous allez me checker cette gang-là. C'est un ennemi idéologique, quoi, c'est ça. Puis la loi va s'appliquer plus à toi ou l'inspecteur va être plus sur ton cas. Et les démocrates ont déjà fait ça aussi. C'est pas unique. Mais là, il y a une systématisation dans le discours et dans la pratique qui est nécessairement préoccupante, qui, je pense, est rassurante pour une partie de ces électeurs qui disent enfin un gars qui fait des choses. Mais du point de vue des précédents, ça compte tout le temps. Faut faire gaffe parce qu'à partir du moment où tu ne réagis plus, ben, qui ne dit mot consent. Et je reviens je termine là-dessus. Le Venezuela cette semaine. Même ses adversaires démocrates n'ont pas jugé utile de rappeler, peut-être que c'était des malfrats, des bandits, des pourris, puis qu'ils auraient mérité d'aller en prison pour le restant de leur jour. Mais est-ce que tu peux les tuer sans sommation? C'est une vraie question. Non, parce qu'à partir du moment où tu bombardes un bateau, là, il peut aussi y avoir des employés qui sont ni plus ni moins que des esclaves ou qui ça, tu sais, c'est que là, c'est tout le monde à bord, il passe. T'es loin des principes de justice élémentaire, de procéder à des arrestations, de mettre en prison à vie ceux qui ont commis un crime grave, moins longtemps ceux qui sont des complices, puis de libérer ceux qui sont peut-être des esclaves ou des victimes. Tu sais, c'est que tu tires un missile, là, c'est un autre... Tu tournes les coins ronds. Mettons. C'est pas parce que des gens applaudissent en disant enfin on s'occupe d'un problème grave de la drogue aux États-Unis, puis qui concerne aussi les consommateurs américains, mais
c'est pas parce que tu peux applaudir que pour autant tu fais quelque chose qui est fondé. Voilà. Merci Stéphane. À demain.